C'est jeudi, vous êtes nombreux à nous recevoir pour cette session d'information. Bienvenue à ce journal. Au sommet de cette édition, élection couplée du 22 novembre prochain, le CDP positionne son candidat. Les dossiers de Eddy Kombero ont été reçus ce mercredi par la Commission électorale nationale indépendante. Élément donc à suivre tout à l'heure dans cette édition. Et puis protection de l'environnement, une nécessité pour le bien-être de la population. L'initiative est de l'association Nature et Développement qui a procédé ce jeudi à une séance de formation des journalistes sur le sujet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, a procédé ce mercredi au dépôt des dossiers de son candidat Eddy Kombero pour l'élection prochaine à la présidence du Faso. On voit cela avec Gédon Tapsoba. La Commission électorale nationale indépendante est toujours à sa cérémonie officielle pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection 2020 pour la présidence du Faso. Nous assistons Eddy Kombero pour son dépôt électoral à la CENI. Nous sommes venus ce matin en mon nom personnel et au nom du bureau politique national du CDP et au nom de groupes de partis qui nous ont investis individuellement, qui fondent leur espoir sur ma personne en tant que candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes venus nous acquitter de nos obligations légales de dépôt de candidature. La candidature, vous le savez, est un engagement d'une personne vis-à-vis de son peuple. Nous recherchons le pouvoir pour servir le peuple et non nous servir. Après avoir constaté une gouvernance catastrophique après les événements du 30 et 31 octobre 2014, le CDP s'est restructuré, s'est mieux organisé et est prêt aujourd'hui pour redresser notre pays. Comme nous vous l'avons déjà dit, notre premier objectif, c'est d'assurer le premier devoir d'un chef d'État, garantir la vie de nos populations, donc le retour de la paix. Ensuite, travailler à une réconciliation nationale et à la relance de l'économie qui intègre la recherche de l'emploi pour l'ensemble de nos populations, notamment la frange féminine et les jeunes. C'est notre souci et nous nous engageons tous. Le CDP a pour message d'accompagner la population sur le plan sanitaire, alimentaire et sécuritaire et bien plus l'accompagnement de la jeunesse burkinabé. Je vous l'annonçais en titre, l'association Nature et Développement en quête de plus de visibilité sur son initiative Air et Territoire du patrimoine autochtone et communautaire à PAC, mise en place pour la conservation des aires protégées, a initié une formation pour mieux présenter l'initiative et donner son importance au Burkina Faso. Cette formation a été dédiée aux hommes de médias. Le reportage est de Gédon Tapsoba, Antoinette Beno. L'association Nature et Développement, en abrégé NatureDev, a organisé ce 1er octobre 2020 à Ouagadougou un atelier de formation sur les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire à PAC au profit des hommes des médias. Objectif: contribuer à la promotion de la PAC au Burkina Faso afin de soutenir les communautés villageoises dans leurs efforts de sauvegarde des sites naturels d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, l'atelier, on s'adresse particulièrement à une catégorie d'acteurs essentiels qui est la catégorie des médias. Parce que les APAC ont besoin d'être connus. Pour être connus, il faut de la visibilité. Et vous êtes les meilleurs acteurs pour nous aider à faire par exemple cette visibilité. Nous aimerons qu'au-delà des organes de médias de Ouagadougou, qu'à travers le pays, vous puissiez nous aider peut-être avec des contacts et que nous puissions avoir de la collaboration avec les médias pour vraiment augmenter la visibilité dans le but que tous les acteurs s'impliquent dans la conservation de ces ressources naturelles essentielles
pour nos communautés à la base, pour notre pays et pour le monde. Cette initiative expérimentée depuis 2017 au Burkina Faso a permis de déchiffrer plusieurs sites conservés par les différentes communautés. Au niveau des villages, vous allez voir qu'il n'y a pas actuellement de village qui n'a pas un espace naturel pour la pâture. On appelle ça les aires de pâture. Il n'y a pas de village qui n'a pas de piste pour le bétail. C'est la communauté qui gouverne. Il y a aussi le grand lot des forêts villageoises. Il y a aussi les points d'eau sacrés. C'est là, en fait, on a trouvé une notion pour regrouper, qu'on appelle effectivement des APAC. Et l'importance de la notion est que elle comble un vide. Parce que vous allez voir qu'on met l'accent souvent sur les forêts de l'État, sur les grandes forêts classées. Alors que ces forêts ne sont présentes que dans une petite partie du pays. Peut-être sur sur les 13 régions où ils sont concentrés. Le reste, c'est comment? Alors qu'effectivement, le reste de ces ressources forestières, si elles sont détruites, ces ressources naturelles sont détruites, c'est la vie même des communautés qui est en jeu. Parce que ce soit pour la santé, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les traditions, les communautés comptent sur ces espaces-là. Selon le directeur national de l'Office des aires protégées, cette initiative mise en place par NatureDev est une contribution à la politique nationale de conservation de la nature. Cette activité est une occasion pour nous, surtout que nous parlons exclusivement, cette fois-ci, des aires de conservation communautaire. Ces aires qui sont méconnues sont de petite taille, mais sont des aires vraiment qui viennent compléter ce que nous luttons pour protéger. Le ministère de l'Environnement est en charge de la conservation des aires protégées, en fait, de la nature. Mais l'initiative des communautés, le fait d'avoir également ces initiatives, ces aires protégées, c'est une contribution, j'allais dire, à la politique nationale de conservation que l'État a en matière de conservation des ressources naturelles. En plus de la visibilité recherchée par la structure, plusieurs autres défis restent à relever, notamment la croissance démographique, les activités minières et la non-reconnaissance légale de la gouvernance communautaire des aires de conservation de la nature. En rappel, cet atelier de formation a permis aux journalistes de mieux connaître ce que c'est que la PAC. Ils sont au total à 151 enfants du cluster Ouaga Ouest en fin de cycle d'encadrement. La cérémonie de la sortie de la promotion dénommée Espérance a eu lieu samedi dernier dans la cuvée du Palais de la Culture à Jean-Pierre Guingané, où encadreurs, enfants et invités ont célébré le Seigneur pour cette troisième promotion, apte à affronter les réalités de la vie. Le reportage avec les images de Gédéon Tapsoba. Sorti l'enfant de la pauvreté au nom de Jésus-Christ, la promotion Espérance du cluster Ouaga Ouest est désormais parée à affronter les réalités de la vie active. 151 impétrants recrutés à l'âge de 3 ans pour les uns et 5 ans pour les autres, ils ont 22 ans et doivent quitter les rangs des centres de développement pour enfants. Moment de bilan, de rétrospection, mais aussi de reconnaissance aux animateurs et surtout à Dieu. Les impétrants se disent aptes à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu comme formation lors de leur passage dans les CDE. Le cursus scolaire, la Compassion internationale nous a soutenus vraiment et l'enseignement aussi, surtout sur la sexualité. En tout cas, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris aussi sur la Bible. On tente en tout cas de faire ma sortie aujourd'hui. Il est temps pour moi aussi de céder ma place aux petits enfants aussi, d'y avoir accès aussi à Compassion. Et le président du comité d'organisation de cette cérémonie de sortie de revenir sur les grands axes de la formation dont ont bénéficié les impétrants 15 années durant. Alors la formation reçue dans les églises, dans les CDE, c'est quoi? C'est 3 axes. C'est le côté spirituel, le côté physique, le côté socio-émotionnel et le côté cognitif. Le côté cognitif, il y a des cours, des curricula que nous donnons aux enfants. Et en dehors de cela, nous appuyons les enfants sur le plan scolaire en prenant des maîtres, des répétiteurs qui puissent les appuyer. Et en classe de 3e, on les appuie. En classe de terminale, on les appuie pour les aider à mieux préparer les examens. Donc, ils apprennent également
d'autres métiers, des métiers d'apprentissage, comme la menuiserie, l'électricité, la menuiserie. Ce sont près de 362 églises évangéliques partenaires et plus de 400 millions de francs CFA mobilisés par an au compte de ce cluster qui regroupe 13 centres de développement pour enfants. Et pour le directeur pays de Compassion Internationale, c'est un motif de satisfaction que de voir des enfants d'antan devenir des adultes responsables prêts à servir leur nation. Nous, les attentes, c'est que ces jeunes soient des modèles, qu'ils soient des exemples, qu'ils soient le changement qu'eux-mêmes ils veulent voir dans notre société, dans notre pays. Et nous espérons que ces jeunes-là seront des exemples pour leurs petits frères. Nous espérons que ces jeunes-là continueront à aller dans les centres de développement pour enfants, pour encadrer leurs jeunes frères, mais aussi participeront aux activités du groupe des alumni, donc les anciens bénéficiaires, pour apporter leur contribution au développement de notre pays. Apporter leur contribution au développement du Burkina Faso, la représentante de la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire n'en dira pas moins. Elle a salué l'œuvre abattue par Compassion Internationale à travers ces CDE qui mettent des compétences au service du pays. Nous saluons le travail abattu par ces CDE que finance Compassion Internationale et nous sommes satisfaits de voir que les CDE des églises et missions évangéliques forment les enfants et ils mettent des compétences à la disposition de notre nation. Et à l'endroit des impétrants aujourd'hui, nous voulons les encourager à faire du bon travail, à être compétents sur le terrain et ainsi 151 impétrants pour cette troisième sortie de promotion du cluster Ouaga Ouest. Les hommes formés dans les métiers tels que la soudure, la couture sont aptes à se prendre en charge. Les autres étudiants sont parés à poursuivre leurs études. Cette cérémonie, occasion de remise d'attestation, a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, des représentants des églises partenaires, mais aussi des parents des impétrants. En rappel à cette troisième promotion du cluster Ouaga Ouest a pour nom de baptême Espérance. Et nous ouvrons aussitôt la page de l'actualité hors de chez nous. Crise dans le secteur aérien. Des compagnies annoncent une nouvelle vague de licenciements. American et United Airlines se retrouvent à nouveau dans l'obligation de licencier, faute d'accord au Congrès sur le prolongement d'un plan d'aide à l'emploi de l'ordre de 25 milliards de dollars. La chute du trafic aérien continue d'avoir des conséquences majeures pour l'emploi aux États-Unis. Les compagnies qui avaient déjà sabré dans leurs effectifs se retrouvent à nouveau dans l'obligation de licencier faute d'accord au Congrès sur le prolongement d'un plan d'aide au secteur. American Airlines a ainsi annoncé le début d'un difficile processus de mise au chômage technique de 19 000 de ses employés. Ali Melis est hôtesse de l'air. Elle exprime son inquiétude et celle de ses collègues. Je ne sais pas ce que je ressens, dit-elle. Est-ce que c'est de la tristesse, de la peur, de la colère, de la frustration? Il y a tellement d'émotions dans mes veines et dans celles de milliers d'autres personnels de bord d'American Airlines qui ont bénéficié de ce programme d'aide et nous ne savons pas ce qui va se passer dorénavant. De son côté, United Airlines a également annoncé le licenciement de plus de 13 000 salariés. Les deux compagnies ont toutefois assuré qu'elles annuleraient ces décisions si le Congrès parvenait à un accord sur un prolongement du plan d'aide qui se chiffre à 25 milliards de dollars. Et puis l'Union européenne a lancé ce jeudi une procédure d'infraction contre Londres en raison d'un projet de loi controversé. Le texte en question revient sur certaines dispositions prises par l'Irlande du Nord afin d'éviter le retour d'une frontière. Bruxelles a lancé ce jeudi une procédure d'infraction contre Londres en raison d'un projet de loi controversé voté ce mardi par les députés britanniques. Le texte en question revient sur certaines dispositions prises pour l'Irlande du Nord afin d'éviter le retour d'une frontière sur l'île, un garde-fou jugé essentiel au maintien de la paix qui pourrait voler en éclats.
Nous avons maintenant envoyé une lettre de mise en demeure à nos amis britanniques parce que nous voulons que cette situation soit clarifiée. En attendant, bien sûr, nous travaillons dur pour que l'accord de retrait soit mis en œuvre intégralement et en temps voulu, car il est nécessaire et nous tenons nos engagements. Au sein même de la majorité de Boris Johnson, certains députés britanniques n'étaient pas convaincus par ce texte. Parmi eux, des fervents défenseurs d'un Brexit dur se sont abstenus. Nous devons revenir à l'objectif d'obtenir un accord de libre-échange. La lettre de l'UE n'est que la prochaine étape dans l'escalade. Nous perdons toute bonne volonté. Le véritable enjeu est l'obtention d'un accord de libre-échange. Le gouvernement britannique en dit le moins possible à ce sujet. Il prend acte de la lettre de l'UE mais n'y répond pas. Il dispose d'un mois pour le faire. Mais Downing Street sait que le parti conservateur au pouvoir est divisé. L'ancienne première ministre Theresa May a critiqué le projet de loi. Elle faisait partie des 20 députés qui se sont abstenus lors du vote en début de semaine. Et la loi n'est pas encore en vigueur. La Chambre des Lords doit encore voter. Un vote reporté à la fin de la phase cruciale des négociations de Brexit. Et s'il y a un accord commercial, la raison de cette querelle disparaîtra et les deux parties pourront aisément faire marche arrière. 2 ans après un référendum d'indépendance remporté par les pro-français, les habitants de la Nouvelle-Calédonie sont à nouveau appelés à se prononcer ce dimanche. Les partisans de la pleine souveraineté espèrent donc transformer l'essai. C'était il y a près de 2 ans, le 4 novembre 2018, le drapeau kanak était brandi dans les rues de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Le territoire français d'outre-mer situé dans le Pacifique Sud avait alors rendez-vous avec son destin. Il devait choisir entre l'attachement à la France et l'indépendance. Ici, c'est le pays kanak. Sans surprise, les pro-français avaient remporté le scrutin, mais avec un score plus serré qu'attendu, près de 57% des votants ayant dit non à la pleine souveraineté. Un résultat alors accueilli comme une victoire par les partisans de l'autodétermination qui espèrent transformer l'essai ce dimanche, alors qu'a lieu le second référendum prévu par les accords de Nouméa de 1998, avant un possible 3e scrutin dans 2 ans. À plus de 16 000 km de Nouméa, à Paris, ce référendum semble bien absent des débats et des préoccupations actuelles, même s'il s'est invité cette semaine sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mardi, ce député du parti Les Républicains s'inquiétait des conséquences d'une indépendance du petit territoire d'outre-mer. Ce choix engage leur avenir, mais aussi celui de notre nation, alors qu'ils ont toujours été aux côtés de la France, et notamment lors des heures les plus sombres. On peut également penser que cette indépendance serait destructrice du rêve qui a bâti les 30 dernières années et qu'elle serait illusoire au regard de la richesse des sols et de la zone économique exclusive, avec tous les appétits que ne manquerait pas de susciter le désengagement de la France, notamment de la part d'une grande puissance voisine dont l'expansionnisme est déjà bien visible dans la mer de Chine et jusque sur les bords du Pacifique. À Nouméa, la perspective d'une indépendance de la Nouvelle-Calédonie inquiète les acteurs économiques. Les subventions venant de Paris contribuent de manière significative au fonctionnement du territoire, qui subit lui aussi de plein fouet les contre-coups des restrictions liées à la crise sanitaire, en particulier le secteur clé du tourisme, confronté à la chute drastique de la clientèle. Les arrivants sont actuellement soumis à une quatorzaine. La Nouvelle-Calédonie, qui est paradoxalement aujourd'hui l'un des rares endroits au monde à être relativement épargné par la pandémie de Covid-19. C'est tout pour cette édition, mais avant je rappelle pour vous les grands titres à développer dans ce journal. La élection couplée du 22 novembre approchée, le CDP positionne donc son candidat. Les dossiers de Eddy Kombero
ont été reçus hier mercredi par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis protection de l'environnement, une nécessité pour le bien-être de la population. L'initiative est de l'association Nature et Développement qui a procédé ce jeudi à une séance de formation des hommes et femmes de médias sur le sujet. Fin de ce journal, merci à vous qui nous avez reçus depuis la ville de Houndé. Bonsoir chez vous, Dieu bénisse le Burkina Faso. Delvende Soré a réalisé ce journal.